Ancien Premier ministre, député Les Républicains de Paris, candidat pour la primaire à droite en 2017 d'être sur le plateau de 12-13 dimanche. La France est encore groggy 15 jours après les attentats de Paris et de Saint-Denis. Un choc, un drame qui a fait passer au second plan les élections régionales. Pourtant, elles arrivent, c'est dimanche prochain. Les candidats eux-mêmes ont suspendu leur campagne. Mais au fil du temps, la vie politique reprend son rythme, ce qui est normal. D'autant que nous ne sommes plus, je le disais, qu'à quelques jours des élections régionales. Y aura-t-il un avant et un après 13 novembre? Est-ce que tout a changé depuis le 13 novembre? Je l'espère qu'il y aura un après 13 novembre, parce que ce que j'espère, c'est que à la fois le président de la République et le gouvernement prendront la mesure de la gravité de la situation dans laquelle se trouve notre pays, du conflit dans lequel nous sommes engagés, pour en tirer des conséquences et sur le plan militaire et sur le plan de la sécurité intérieure, et puis que cet événement sera pour les Français l'occasion, comment dirais-je, d'une forme de réexamen de notre pacte national. Alors on va y venir sur tous ces enjeux justement parce que les Français attendent des réponses et les vôtres en particulier par exemple. Vous étiez avant-hier à la cérémonie d'hommage aux Invalides à Paris en mémoire aux 130 morts des attentats. C'est l'image de la semaine. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là face aux familles justement des victimes? C'était une très belle cérémonie, très émouvante. La liste des noms des personnes qui sont tombées sous les balles des assassins nous a tiré des larmes, à tous. Les voix magnifiques des femmes qui chantaient étaient un très beau message à ces assassins qui combattent la musique, le chant et qui veulent que les femmes soient recouvertes de noir. Les nôtres, elles ne sont pas recouvertes de noir et elles ont chanté avec un talent immense. Le président de la République a parlé de la jeunesse de France, frappée en son cœur. Il a rappelé que la France mettait tout en œuvre pour détruire l'armée des fanatiques, sous-entendu, même s'il ne l'a pas nommé, l'organisation État islamique. Il a trouvé les bons mots, là? Écoutez, c'était un discours de rassemblement et j'ai vraiment pas envie de critiquer le président de la République dans cet aspect-là, qui était au fond celui de l'homme qui doit rassembler la nation. Il a parfaitement fait, c'est pour ça que j'ai pas du tout envie de le critiquer. Par contre, je suis beaucoup plus critique, sévère et inquiet sur sa capacité à mettre en œuvre l'engagement qu'il a pris, c'est-à-dire détruire l'État islamique, détruire ce foyer de totalitarisme qui est en train de menacer une grande partie du monde, parce que je pense que nous ne nous en donnons pas réellement les moyens. Les Français étaient invités vendredi à sortir les drapeaux tricolores. Il y en a eu, c'était pas non plus partout. Est-ce que ça suffit à rassembler les Français? Non, mais c'est déjà bien que les couleurs... Moi, je parle toujours du drapeau depuis des années, et parfois, j'avais le sentiment d'être un peu ringard en parlant de la nation, de la République française, du drapeau. Donc, je trouve ça très bien que le drapeau soit redevenu un signe de ralliement, que l'hymne national soit chanté plutôt que sifflé. Mais évidemment que ça suffit pas. Pour que la société française retrouve un espoir dans l'avenir, il faut d'abord qu'elle se remette bien avec elle-même, c'est-à-dire qu'elle regarde son passé, qu'elle cesse de s'excuser de son histoire, et puis qu'elle retrouve une dynamique économique. Car tout le monde oublie, enfin beaucoup de commentateurs oublient qu'un pays qui a 2 millions de jeunes qui ne sont pas à l'école, qui ne sont pas en formation et qui ne sont pas dans un emploi, c'est un pays qui ne peut pas être confiant dans l'avenir et qui donc a tendance à se replier sur lui-même. Le premier défi, en tout cas, à déceler, c'est la faille intérieure, les enjeux que vous venez de décrire, ce qui a fait de la France aussi la cible des terroristes. Depuis les attentats, François Hollande est mobilisé sur tous les fronts. Il a multiplié les rencontres cette semaine, d'Obama à Poutine en passant par Angela Merkel, pour mettre sur pied une coalition anti-État islamique en Syrie. Et son Premier ministre, Manuel Valls, lui, développe un discours sans concession sur les valeurs de la République face au terrorisme. Nous allons intensifier nos frappes. Nous sommes solidaires avec vous. Thank you. Vive la France. Nous sommes tous Français. On est d'accord, la Russie pourrait jouer un rôle, seulement si elle accepte de concentrer ses frappes uniquement pour détruire Daesh. Je souhaite que l'Allemagne puisse s'engager encore davantage dans la lutte contre Daesh en Syrie et en Irak. Pour moi, c'est une véritable mission. Et nous réagirons vite, car nous ne pourrons pas vaincre Daesh avec des paroles. Il faudra des moyens militaires. François, chers collègues, je vous souhaite vraiment la bienvenue à Moscou. Je suis à Moscou avec toi pour déterminer comment nous pouvons, les uns et les autres, agir
et en même temps chercher une solution politique pour la Syrie. Merci, Monsieur Chartier. La parole est à Monsieur le Premier ministre, Monsieur Manuel Valls. Aucune excuse ne doit être cherchée. Aucune excuse. Aucune excuse sociale, sociologique et culturelle. Moi, je sais que nous avons tout fait pour protéger les Français. Mais nous avons toujours dit qu'il y avait des risques majeurs. Nous avons déjoué plusieurs attentats. Et la boule au ventre, moi je l'ai depuis le mois de janvier. Elle ne me quitte pas. Elle m'empêche de dormir. Il faut reconstruire une grande partie de la République. C'est la réponse, la République. François Fillon, on va d'abord parler de la coalition internationale que François Hollande veut mettre en place avec la Russie, avec les États-Unis, avec l'Europe. On n'en est pas là pour l'instant, on en est loin. Pourquoi, d'après vous? Est-ce que c'est à cause de l'égoïsme des autres pays ou c'est parce que François Hollande s'y prend mal? D'abord, que de temps perdu. J'ai entendu François Hollande à l'instant tutoyer Vladimir Poutine. Je me souviens de l'avalanche de critiques qui m'est tombée dessus lorsque j'avais dit « mon cher Vladimir » dans une conférence internationale il y a plus d'un an où je souhaitais déjà la construction d'une coalition avec la Russie pour vaincre l'État islamique. Non, je crois qu'aujourd'hui François Hollande fait ce qu'il peut. Il le fait, à mon avis, trop tard, en tout cas très tard. Mais la méthode est la bonne? Il n'y en a pas d'autre que d'aller chercher l'accord et le soutien des autres pays. Mais vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que les Américains ne veulent pas changer de stratégie. Leur stratégie est dans l'erreur depuis le début sur la crise syrienne, mais ils ne veulent pas en changer. Ils continuent à vouloir traiter les Russes, au fond, comme des sous-traitants, en leur expliquant quelle doit être leur stratégie, ce qui, évidemment, ne peut pas fonctionner. Et l'Europe est absente. Et l'Europe est totalement absente. J'ai entendu Mme Merkel proposer des moyens supplémentaires. Je crains, malheureusement, qu'ils soient un peu homéopathiques. Et quant à la France, non seulement son intervention vient tard, mais surtout, on représente aujourd'hui peut-être 5% de l'effort de guerre contre l'État islamique. Donc c'est difficile quand on représente 5%, et je ne dis pas qu'on peut faire beaucoup plus, de vouloir être le chef de la coalition. Et donc on est dans une situation de blocage, et malheureusement je crains que tout cela ne nous emmène vers un enlisement qui risque de nous obliger à vivre pendant très longtemps. Un enlisement, c'est rare les hommes politiques qui disent ça en ce moment. Hein. Mais je pense que là, d'abord, on y est d'une certaine manière, puisque ça fait 4 ans qu'un certain nombre de personnes en France, aux États-Unis, disent que Bachar el-Assad va tomber d'une minute à l'autre. Ça fait 4 ans qu'il est là. Et je ne m'en réjouis pas. Mais je constate simplement que l'enlisement, c'est une réalité. Et s'il n'y a pas un vrai effort pour coaliser tous les adversaires de l'État islamique en passant sur nos différences et sur nos divergences qui reviendront après, on n'y arrivera pas. On vient de voir aussi un Manuel Valls intransigeant sur les valeurs de la République. C'est un discours qui vous rassure, celui de Manuel Valls? En tout cas, c'est un discours que j'approuve. Expliquer que s'il y a des terroristes aujourd'hui dans notre pays, c'est parce qu'il y a des problèmes d'intégration ou des problèmes de chômage, ça n'a aucun sens. On ne devient pas terroriste, on ne devient pas assassin, on n'ouvre pas le feu sur une salle de spectacle et on ne tue pas des centaines d'innocents simplement parce qu'on est en rupture avec la société. Mais le problème de Manuel Valls, c'est que ses discours sont toujours très martiaux, sont toujours très vigoureux, très fermes, mais on ne sent pas derrière une véritable volonté de prendre les mesures nécessaires, c'est-à-dire de réformer la société française. Pourquoi est-ce qu'on en est là? Parce qu'on a une école qui fonctionne pas correctement. Parce qu'on a un chômage qui est un véritable cancer pour la société française. Parce qu'on a une société qui est tellement corsetée de partout de règlements, de taxes et d'impôts qu'elle n'a plus la capacité, à innover et à créer de la richesse. À ce propos, quand Emmanuel Macron, ministre de l'économie, dit à propos des attentats, nous avons une part de responsabilité parce que ce totalitarisme se nourrit de la défiance que nous avons laissé s'installer dans la société. Il dit notamment, ce que vous dites, il y a trop de blocages dans la société qui empêchent les uns et les autres d'avoir un travail, par exemple. Il dit, par exemple, on exclut ceux qui sont pas de la bonne couleur ou parce qu'ils portent une barbe d'un travail, par exemple. Et il dit, il y a un plafond de verre qui empêche peut-être certains de trouver une place dans la société et qui fait que certains explosent. Est-ce que c'est... Non, c'est pas à ça que je pensais. Moi, je pensais à la libéralisation de la société française. Mais lui, il parle de la libération économique En revanche, moi, je me bats contre ceux qui voudraient faire croire
que s'il y a des attentats terroristes en France, c'est d'abord un problème lié à la société française. Avec cette fausse analyse, on ne peut pas régler le problème. Mais à l'économie, pour une raison simple, c'est qu'il y a des attentats. Il y a eu des attentats en Espagne, il y a eu des attentats en Grande-Bretagne, il y a eu des attentats aux États-Unis, et on ne peut pas faire les mêmes reproches à ces sociétés-là. Le problème majeur, c'est que nous avons depuis des années une mauvaise stratégie au Proche-Orient. Quand je dis nous, c'est les Occidentaux, qu'on a créé une situation explosive dans cette région du monde, et cette situation explosive est en train de donner naissance à ce que j'appelle un nouveau totalitarisme, comme il y a eu le nazisme, comme il y a eu la déviation de l'idéologie communiste en Union soviétique. Eh bien, on a aujourd'hui un nouveau totalitarisme qui s'appelle l'État islamique, qui s'appelle le fondamentalisme islamique, qui est une menace pour le monde. On va revenir à ce qui s'est décidé en France. Bernard Cazeneuve a déclaré jeudi qu'il envisageait éventuellement de prolonger l'état d'urgence au-delà des 3 mois. Vous avez voté l'état d'urgence pour les 3 mois, ça a été à la quasi-unanimité. S'il doit être prolongé, est-ce que vous demandez des garanties, notamment sur les libertés publiques, ou est-ce que vous dites « j'y vais » ? Non, il y a des garanties dans la loi. L'état d'urgence, c'est pas n'importe quoi. L'état d'urgence, c'est pas la dictature. On est dans un état de droit, il y a des recours possibles. Moi, je serai attentif à la réalité de la situation et à la manière dont l'État aura mis en œuvre l'état d'urgence pour savoir si je voterai la prolongation dans 3 mois. Pour l'instant, pas de chèque en blanc au gouvernement ? Non, certainement pas de chèque en blanc. D'abord, le chèque en blanc, c'est le contraire de la démocratie. L'état d'urgence était nécessaire. Je l'ai approuvé, sans réserve. S'il doit être prolongé, parce que nous sommes en situation de guerre contre l'État islamique, je rappelle que c'est le fait générateur de la violence, c'est le conflit que nous avons engagé, et nous avons eu raison de le faire avec l'État islamique, mais moi je demande des garanties, je demande que les libertés publiques soient protégées, parce que... Elles sont menacées à l'heure qu'il est, vous croyez ? Non, mais il faut toujours faire attention. Il y a toujours un risque. Pour l'instant... j'ai confiance dans le ministre de l'Intérieur et puis dans l'appareil de l'État, c'est-à-dire la police, la gendarmerie, la justice, pour faire en sorte que tout ça se passe dans le respect des valeurs qui sont les nôtres. Parce qu'on ne doit pas devenir comme les totalitaires pour les combattre. On doit garder les valeurs qui sont les nôtres. Nicolas Sarkozy estime que beaucoup de temps a été perdu. En tout cas, il dit des décennies de renoncement, de reniement et de lâcheté collective face au terrorisme notamment. Quand il dit des décennies, il vous inclut dedans. Vous avez été son Premier ministre. Et lui aussi, sans doute, alors. Comment ? Et lui aussi. Et lui aussi, probablement. Écoutez, vous faites aussi cette même autocritique ou vous imaginez qu'il fait sa propre autocritique alors ? Non, d'abord, je note avec intérêt que maintenant le droit à l'inventaire est de nouveau permis. Ce que j'ai toujours fait, parce que je pense que la responsabilité d'un homme politique, si en tout cas il veut de nouveau exercer des fonctions, c'est de porter un regard critique sur le passé pour essayer de regarder les erreurs qui ont pu être commises et pour les corriger. Donc dont acte pour Nicolas Sarkozy. Donc dont acte, et je me réjouis qu'on puisse faire cette analyse critique. En revanche, il y a quelque chose qui me gêne, c'est cette idée que le terrorisme serait le fruit d'une sorte de renoncement national. C'est absolument faux. Le terrorisme n'est pas le fruit d'un renoncement national. Il y a beaucoup de choses à changer dans la société française, mais ça rappelle un peu le discours de 39-40, quoi, où au fond c'était les renoncements de la société française qui étaient à l'origine de la défaite de 1940. Non, pas du tout. Donc il n'y a pas eu d'erreur. Bien sûr que si, il y a des erreurs et il faut les regarder. Par exemple, quand vous dites ça, vous pensez à quelque chose précisément ? Je pense qu'on n'a pas, par exemple, pris la mesure de la gravité de la situation de l'école. Une école qui laisse de côté autant de jeunes et qui a totalement abandonné, en tout cas pour une large part, sa mission éducatrice en matière de valeurs, c'est-à-dire une école qui n'est plus capable de dire aux enfants où est le bien, où est le mal, c'est un problème majeur pour la société française. François Fillon, vous parliez de Nicolas Sarkozy comme ça, au passage en disant « je suis content que le droit d'inventaire maintenant soit remis à l'ordre du jour » parce que vous êtes aussi en train de regarder l'horizon 2017, la prochaine présidentielle. Vous prenez votre indépendance par rapport à Nicolas Sarkozy, dont vous avez été le Premier ministre pendant 5 ans. On va revoir tout ça. Moi, je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. La crise de la dette lui donnera raison. Désormais, dans son camp, il est à nouveau respecté. Je dirais qu'il est maintenant un vrai Premier ministre. Il n'est plus un collaborateur de président. Nicolas Sarkozy n'a jamais été mon mentor. J'ai fait alliance avec lui, j'ai choisi de l'aider à être président de la République. Je ne peux pas ne pas être en conflit avec Nicolas. Compte tenu de son état d'esprit, on est de facto en compétition. La compétition, ça peut être serein.
Le mot conflit est un peu plus fort, il a franchi un cran. Aujourd'hui, François Fillon a engagé un véritable bras de fer avec Nicolas Sarkozy. Je suis aujourd'hui, moi, engagé dans la vie politique, ce qui n'est pas le cas du président Sarkozy qui s'en est retiré. Exaspéré par le retour en fanfare de Nicolas Sarkozy, l'ancien Premier ministre s'est lâché. L'UMP ne peut pas vivre immobile, congelé, au garde à vous, dans l'attente d'un homme providentiel. Personne ne peut dire circuler, il n'y a rien à voir. Le recours, c'est moi. Ces primaires ne doivent pas être une bataille de personnes. Les primaires auront lieu à leur temps. Pas d'impatience. Pour Alain Juppé et François Fillon, il est déjà l'heure de partir. Ces deux-là auront fait le service minimum autour de Nicolas Sarkozy. Les yeux dans les yeux, David Pujadas, j'irai jusqu'au bout parce que je veux que le message que je porte soit tranché par les Français. La parole est à monsieur François Fillon pour le groupe Les Républicains. Oui, nous sommes les héritiers d'un grand peuple qui est monté sur les barricades pour défendre sa liberté, qui est sorti des tranchées pour sa souveraineté. Nous ne sommes pas des anonymes, nous sommes la France. Pour elle, nous allons résister, nous allons nous battre ensemble et nous devons vaincre. C'est un homme d'État, c'est une voix essentielle pour l'opposition. Très souvent, il a eu raison avant les autres. François Fillon n'est pas clanique. Et c'est sans doute une de ses premières et très grandes qualités. Si l'enfer de Matignon était à ce point, il fallait le quitter peut-être un peu plus tôt. C'est sans doute sa difficulté, c'est ce qui reste dans l'opinion publique. François Fillon, Nicolas Sarkozy, candidat de la droite en 2017, c'est possible ou son temps est passé ? Tout est possible. Il y a des primaires qui sont organisées dans un an et je pense que le meilleur l'emportera dans ces primaires. Et si celui, vous le soutenez ? Je soutiendrai le candidat qui sera choisi par les Français si les primaires sont organisées dans des conditions convenables. Vous avez un doute là-dessus ? Vous avez un doute ? Non, mais enfin, on a des mauvais souvenirs. Les primaires, je pense que c'est un événement dont la plupart des commentateurs n'ont pas encore mesuré la portée sur le fonctionnement des institutions de la République. On a besoin aujourd'hui d'une démocratie plus participative. Les Français sont sur les réseaux sociaux, ils sont informés, ils ont envie de participer. La France est très refermée sur elle-même, notamment sur le plan politique. S'il y a 3 millions, 4 millions de Français qui vont voter aux primaires, c'est une forme de démocratie participative. Un mot, on vous a vu à la tribune de l'Assemblée nationale. Vous avez un avantage par rapport à vos concurrents Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, parce qu'eux, ils ne sont pas à la tribune de l'Assemblée nationale, ils ne sont pas députés. C'est un avantage, ça ? En tout cas, c'est pour moi une tribune qui compte. Et puis, c'est au fond le résumé de ma vie politique. Je suis élu à l'Assemblée nationale depuis 1981. J'y ai occupé beaucoup de fonctions. Mais c'est un avantage par rapport à vos concurrents. Et j'aime la démocratie parce que c'est là qu'elle se joue pour une large part. Les élections régionales, on va en parler parce que 2 semaines après les attentats, on se demande ce qui va sortir des urnes du premier tour des élections régionales. À qui iront les voix ? Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos, éditorialiste politique, nous rejoint. Bonjour Cécile. Bonjour Francis. Bonjour François Fillon. Bonjour. Alors on vous a beaucoup entendu ces jours derniers sur les questions diplomatiques, mais vous êtes aussi en campagne pour la primaire des Républicains à la présidentielle. Le succès de votre livre que vous avez publié en septembre Faire peut changer la donne, estimez-vous. Et justement, en matière de changement de donne, les attentats du 13 novembre vont peut-être influer sur les élections régionales. Alors, d'abord, est-ce que vous pensez que le PS en fait trop ? Est-ce qu'il instrumentalise un peu ce moment en faisant dilater comme ça l'Union nationale ? Je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance parce que les Français sont jamais dupes. Les Français voient clair dans le jeu des responsables politiques et en particulier les Français voient clair quand ce jeu est trouble. C'est déconnecté. L'appréciation qu'ils ont de François Hollande et le vote de dimanche. Je pense que les électeurs se prononceront par rapport au jugement qui est le leur sur le gouvernement et sur la majorité, par rapport à leur colère, par rapport à peut-être la situation du pays, mais certainement pas par rapport à la tactique électorale des uns ou des autres. Justement, le Front National progresse là dans toutes les enquêtes d'opinion. Pourquoi ? Pourquoi vous pensez ? Ils progressent parce que les Français sont en colère, et à juste titre, au fond, ils ont le sentiment que leur pays est progressivement entraîné dans une guerre, sans qu'on le dise. Et dans ces situations-là, il y a beaucoup de Français qui sont tentés par la voie la plus brutale, la plus extrémiste. C'est évidemment une erreur, car la France a besoin de tout sauf d'extrémisme. Elle a besoin d'être rassemblée. Ça contribuerait à déstabiliser le pays, vous pensez ? Je pense que ça contribuerait à déstabiliser le pays, ça contribuerait à rendre le pays de moins en moins gouvernable. Et la France aujourd'hui a besoin d'être gouvernée. Est-ce que ce serait un drame, une région dirigée par le Front National ? C'est le mot qu'emploie Manuel Valls. Est-ce que vous le reprendriez ? En tout cas, moi je fais tout pour que ça ne se produise pas. Mais est-ce que ce serait un drame ?
Ça serait une très mauvaise nouvelle pour cette région d'abord, parce que ça veut dire qu'une région sur laquelle il y aurait planté le drapeau du Front National, c'est une région dans laquelle on n'aura pas envie d'investir, c'est une région qui retiendra son souffle pendant les prochaines années. Il faut tout faire pour faire barrage. Il faut appeler à des désistements de liste entre les deux tours, à des fusions de liste. Il faut se battre jusque dimanche, premier tour de l'élection régionale, pour affirmer ses convictions. Ce que les Français détestent aussi, c'est les petits arrangements entre les partis politiques dont on parle déjà depuis des semaines et des semaines. Il ne doit pas y avoir d'arrangement. Il doit y avoir une force de conviction qui l'emporte. Et je suis convaincu que les candidats de la droite et du centre, j'en ai été en soutenir beaucoup, ont cette conviction et gagneront le premier tour de l'élection régionale. Que pour l'instant, Cécile le laissait entendre, quand le Front National dans les sondages prend des parts de marché, j'allais dire, pour le premier tour des élections régionales. C'est beaucoup sur la droite, voilà. Sur les Républicains. Sur les Républicains. Oui, mais laissez un peu tomber les sondages, attendez les résultats des élections régionales. Je comprends cette manifestation d'impatience et de colère. Est-ce qu'il y a un problème de ligne? Est-ce que si le Front National l'emporte dans ces élections régionales, ça ne va pas être un peu une sanction contre Nicolas Sarkozy qui est revenu en politique en disant « je suis le rempart contre le Front National ». Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que je ne crois pas que le Front National va l'emporter dans des régions parce que je suis engagé aux côtés de mes amis dans un combat. C'est-à-dire, vous dites comme Jean-Christophe Cambadélis, le FN n'aura aucune région. Je ne dis pas ça. J'avais dit ça pour les élections départementales et je ne m'étais pas trompé. Je ne dirais pas la même chose aujourd'hui parce que je pense que les élections régionales sont beaucoup plus déconnectées du terrain, sont des élections qui ne concernent pas autant des choix de personnes que les élections départementales. Au contraire, c'est l'idéal pour faire passer un message comme aux les élections autres partis européennes. politiques. Et c'est pas parce que, par exemple, les commentateurs ont tous dit que parce que le Front National avait gagné les élections européennes, il était le premier parti de France. On voit que ça n'est pas exact. Mais ça peut se reproduire aux élections régionales et moi j'incite les électeurs français à se mobiliser pour empêcher cela parce que l'irruption du Front National à ce niveau-là dans le débat politique, c'est un affaiblissement de la voix de la France et en tout cas, dans un moment où elle a besoin d'être rassemblée. Les Républicains ne prennent pas un risque en courant sur les questions sécurité, immigration, derrière le Front National? Ça a toujours été ma philosophie. Il faut rester soi-même, il faut défendre les valeurs qui sont les nôtres. Il faut faire preuve de fermeté, il faut faire preuve de réalisme, mais sans jamais oublier les valeurs qui sont les nôtres. Sinon, évidemment, on envoie des voix vers ceux qui combattent ces valeurs, c'est-à-dire vers le Front National, qui n'ont jamais défendu les valeurs d'égalité, de liberté, de fraternité qui sont les nôtres. Est-ce que vous seriez d'accord pour un gouvernement d'union nationale? On sent que c'est un petit peu dans l'air du temps, que les Français, dans les sondages, en tout cas, en rêvent. On parle de recomposition politique. Vous en pensez quoi? Je ne suis pas du tout favorable à un gouvernement d'union nationale qui rassemblerait des partis politiques. En revanche, je suis favorable à un gouvernement qui ouvre sur des personnalités et sur des talents et sur des expériences qui sont extérieures, à la vie politique. Je pense que la vie politique française, elle est devenue totalement clanique. Elle est refermée sur elle-même, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche. Justement, l'Union nationale permettrait de dépasser ça. Non, si c'est pour aller chercher les gens du clan d'en face, ça n'a aucun sens. C'est de l'ouverture. Ce qu'il faut aller chercher, c'est des personnalités qui ont réussi dans leur vie professionnelle ou qui ont une autorité morale forte pour leur demander de venir ajouter leur capacité à celle des responsables politiques. Parlons de vous un moment. Votre livre, j'en ai parlé, est un très beau succès de librairie. Votre popularité augmente et pourtant, jusqu'à présent, tout ça ne se transforme pas en intention de vote pour la primaire. Qu'est-ce qui manque? Comment vous pouvez faire cette bascule? D'abord, aucun favori dans les sondages n'a jamais gagné l'élection présidentielle. Deuxièmement, je considère que ces sondages sur les primaires sont à la limite de la malhonnêteté intellectuelle. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que l'électorat des primaires n'est pas encore défini. Donc ça ne vous fait ni chaud ni froid quand vous voyez un sondage? Ça me fait ni chaud ni froid. Je pense que la plupart des Français qui iront voter aux primaires ne le savent pas eux-mêmes aujourd'hui. J'en rencontre d'ailleurs beaucoup dans la rue qui me disent on vous soutient, et quand je leur dis il faut aller voter pour les primaires, ils me disent mais on n'est pas adhérent de votre parti. Ça veut dire qu'eux-mêmes n'ont pas compris que les primaires étaient ouvertes à tous les Français. Donc il y a un travail de pédagogie à faire. Oui, mais il faut le faire au bon moment. On est 1 an avant la primaire. C'est un peu plus tard qu'on pourra réellement mesurer les forces. Une dernière question, Cécile. Dans 1 an, on connaîtra donc le candidat de la primaire. Si ce n'est pas vous, qu'est-ce que vous faites? Écoutez, je soutiendrai le candidat qui sortira du vote des Français. Mais je suis assez confiant parce que
ce que je sens en visitant la France, c'est une énorme attente de changement et surtout de liberté. Il y a une aspiration à la liberté qui n'est pas combattue d'ailleurs par les événements. Et le seul programme aujourd'hui qui incarne un changement, pardon de le dire, j'aime pas me citer moi-même, mais c'est le mien. Merci. Merci François. Merci Cécile d'être venue sur le plateau de 12-13 dimanche. On en parle. C'est la COP21, la conférence mondiale sur le réchauffement climatique. 150 chefs d'État demain et après-demain, aujourd'hui et demain à Paris. Vous aviez suggéré d'en faire un sommet contre le terrorisme international. François Hollande dit il faut au contraire garder la spécificité de cet événement. Le fanatisme qui tue aujourd'hui et l'indifférence qui consume notre planète, c'est le même combat, dit-il. Vous ne faites pas cette analyse ? Non, enfin, je doute qu'il n'y ait pas, en marge de cette COP21, des discussions entre les chefs d'État et de gouvernement sur la situation internationale. Donc je n'ai jamais proposé qu'on annule la COP21, j'ai jamais proposé qu'on la remplace par un sommet pour le terrorisme. J'ai simplement dit qu'à l'occasion de la venue des chefs d'État et de gouvernement à Paris, François Hollande serait... je pense, commettrait une erreur, et je ne pense pas qu'il la commettra d'ailleurs, en ne profitant pas de cette occasion pour ressouder la communauté mondiale contre le danger de l'État islamique. La COP21, c'est le réchauffement climatique. Souvenez-vous du discours de Jacques Chirac, 83 ans aujourd'hui d'ailleurs au passage, c'est son anniversaire. Souhaitons-lui un bon anniversaire, alors il le mérite. Qui disait « Notre maison brûle, nous regardons ailleurs », c'était déjà en 2002. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le XXIe siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Un beau discours de Jacques Chirac, 2002. Quel est aujourd'hui le programme de la droite en matière d'environnement ? On a l'impression que c'est un thème qui n'intéresse pas. Non, vous ne pouvez pas dire ça. D'abord, c'est le gouvernement que je présidais sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, qui a pris sans doute les mesures les plus spectaculaires sur ces sujets avec le Grenelle de l'environnement. Toutes les mesures du Grenelle de l'environnement n'ont pas aujourd'hui mon soutien parce qu'il faut toujours ce droit d'inventaire que j'évoquais tout à l'heure. Mais enfin, c'est la première fois que les forces professionnels, écologistes, politiques étaient rassemblés. Mais aujourd'hui, c'est pas dans le programme, on voit pas, on n'entend pas d'environnement. La deuxième chose, c'est que si on veut être cohérent avec le discours sur le réchauffement climatique, il faut prendre les mesures qui permettent d'arriver rapidement à un résultat. Par exemple, éradiquer le diesel ? Par exemple, je ne suis pas sûr que le diesel ait une responsabilité majeure en matière de réchauffement climatique. C'est l'utilisation des carburants fossiles en général. Donc je ne comprends pas, par exemple, comment on peut être pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et en même temps pour la fermeture de centrales nucléaires qui n'émettent pas de gaz à effet de serre. Donc il faut une certaine cohérence. Et la dernière chose, c'est que à droite, en tout cas c'est ma conviction, nous croyons au pouvoir de la science, de la technologie, de l'innovation pour relever ces défis-là et pas sur le repli en arrière. En un mot, la COP21 peut apporter des résultats ou ça peut être un échec ? Et si c'est un échec, est-ce que ce sera grave, comme le dit Laurent Fabius ? Bon, il y a toujours un risque d'échec. Si les chefs d'État et de gouvernement se mettaient d'accord sur rien, ça serait évidemment dramatique. Et ce sera grave pour notre planète, comme dit Laurent Fabius ? Oui, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas une vraie prise de conscience. Mais moi, je ne souhaite pas que ça soit un échec. J'espère que ça sera une réussite. D'abord parce que ça se passe ici, dans mon pays, et ensuite parce qu'il y a une urgence. Mais en même temps, c'est pas la fin de l'histoire, la COP21. Après la COP21, il y aura la COP22, et puis on continuera à travailler sur ces sujets-là, qui sont des sujets de long terme. C'est en tout cas la fin de 12-13 dimanche. Merci François Fillon d'être venu sur notre plateau.